Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là aussi nombreux après le repas. C'est la meilleure horaire pour les conférences. On peut digérer, se concentrer sur ce qui va être dit. Ça tombe bien, c'est la meilleure conférence. Ne le dites pas aux autres. Voilà, on a de la chance aujourd'hui d'avoir un parterre étoffé pour répondre à une question fondamentale. Et ça n'a échappé à personne, le fait que notre ministère a été renommé ministère de la Santé et de la Prévention. Et donc ce sujet de la prévention, beaucoup d'exposants, de start-up, de professionnels de la santé flirtent avec. Et on a envie aujourd'hui de dégager quelque chose. Donc on va procéder par étapes, bien sûr présenter nos invités, essayer de les écouter sur la manière dont ils s'engagent dans la prévention, leur perception, leur vision, échanger quelques questions et puis si on a le temps, effectivement, un peu d'interaction avec la salle. Donc la prévention, on va avoir le temps de le définir, mais il est urgent de donner la parole à nos orateurs, aux oratrices. On va commencer par Madame Cazeneuve, si vous voulez bien. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Marguerite Cazeneuve, directrice déléguée de la CNAM, Assurance Maladie. Oui, c'est bien. Eh bien écoutez, à vous ma chère Ella. Donc moi c'est Ella Garnier et je suis co-responsable de la délégation ministérielle au numérique en santé, au ministère donc, de la Santé et de la Prévention. Et la prévention. Très bien. Charles Bafi, je dirige le fonds Patient Autonome de BPI France. C'est un fonds dédié à la santé numérique. Et on commente avec Paris Santé Campus un dispositif prévention, qui est un start-up studio et un fonds d'investissement. Très bien. Laurent Borella, moi je suis directeur santé au sein du groupe Malakoff Humanis, qui est un groupe de protection sociale et de prévoyance. Voilà, donc on a plusieurs points de vue. Alors on a eu l'occasion de le rappeler hier dans de multiples conférences. Donc pour introduction, quelques chiffres. 40% des cancers sont évitables, 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables, mais on a moins de 3% de nos budgets alloués à la prévention. Donc tout le monde est conscient de l'importance de ce virage préventif, comme disent nos collègues. La question aujourd'hui, c'est qu'on puisse entendre chacun qu'est-ce que vous faites pratiquement pour la prévention et quel est votre engagement. Et ensuite, on verra quelle synergie on peut créer. On va respecter le même ordre, si vous voulez bien nous parler de la CNAM, c'est quand même la grande maison. Alors bonjour à tous, merci beaucoup pour votre invitation. Je vais vous parler de la prévention, j'allais dire du très macro, et donc le One Health jusqu'au très micro, à savoir le patient. Donc évidemment, quand on parle de cancer évitable, etc., en fait, on parle beaucoup de facteurs de risque, d'habitudes de vie, qui ne sont pas à proprement parler du champ de la santé, parce qu'on parle de l'alimentation, on parle de la lutte contre la sédentarité, on parle aussi de l'habitat, etc. Et donc, on sait bien que pour être efficace sur ces politiques publiques en matière de promotion de la santé, il faut intervenir de manière transversale, interministérielle, et donc il y a, j'allais dire, autant d'impact du ministère de l'Agriculture, du ministère du Logement, du ministère du Transport que du ministère de la Santé. Et donc, c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à mettre en mouvement. Et donc là, d'une certaine manière, l'assurance maladie, mais a fortiori tout l'écosystème santé, il a un rôle qui est aussi un rôle de lanceur d'alerte, c'est-à-dire de mettre en évidence un maximum de chiffres compte tenu des données qu'on a pour mettre en évidence le fait que voilà, il y a un certain nombre d'habitudes de vie, de facteurs de risque qui ont un impact sur la santé, même si ce n'est pas à proprement parler les politiques de santé qui vont y remédier, parce qu'on sait par exemple que sur les habitudes de vie, et c'est là où se jouent les inégalités sociales de santé, ça se joue très jeune, et donc par exemple c'est l'éducation, et donc l'éducation nationale qui peut avoir un rôle extrêmement important en bas âge. Alors ça ne veut pas dire que nous on n'est pas positionné sur la prévention primaire. On a par exemple généralisé un dispositif qu'on avait expérimenté qui s'appelle Mission Retrouve ton cap, qui s'adresse aux enfants qui sont à risque d'obésité. Et donc là, on a des équipes pluridisciplinaires qui prennent en charge ces enfants. Et donc le dispositif se déploie. Et donc on a, voilà, c'est un beau dispositif qui monte vite en charge. Mais de manière générale, sur ces sujets-là, c'est des sujets qui sont globaux. Deuxième, sauf si vous voulez... Non. Deuxième sujet, ce sont, si on redescend un tout petit peu, donc on arrive aux acteurs du système de santé, aux acteurs institutionnels du secteur de santé, c'est-à-dire
le ministère, l'assurance maladie, etc. Qu'est-ce que nous, on peut faire? Alors, vous parliez du budget en disant qu'il n'y a que 3%. En fait, il y a beaucoup plus, mais on ne le sait pas. Parce que quand un médecin généraliste est avec son patient en rendez-vous, il fait de la prévention. Et donc, un des objectifs notamment, vous l'avez suivi sans doute, on était en négociation avec les médecins, mais c'est d'arriver à trouver des organisations de soins qui permettent aux médecins de dégager davantage de temps, de travailler par exemple en collaboration avec des infirmiers pour faire de l'éducation thérapeutique et donc que dans la prise en charge du patient, cette éducation thérapeutique, elle prenne toute sa place. Donc ça, c'est super important. Ce que fait et ce que va faire l'assurance maladie, c'est de se dire finalement sur les grandes campagnes, dépistage organisé, vaccination, etc. On n'est pas super bon en France. Quand on regarde sur les dépistages organisés des 3 cancers, utérus, cancer colorectal et cancer du sein, on est entre 30 et 50%, donc on est loin des standards européens. Et ça, honnêtement, il n'y a rien qui justifie qu'on soit en deçà. Et donc, c'est beaucoup un sujet d'organisation. Et donc, à compter de janvier prochain, c'est l'assurance maladie qui va reprendre le pilotage et l'organisation de ces grandes manœuvres qui consistent à inviter et puis relancer et puis re-relancer et puis d'avoir quelque chose finalement en entonnoir qu'on appelle nous l'aller vers jusqu'au dernier kilomètre où là il faut qu'on mobilise des patients relais, des associations, etc. pour aller chercher les patients qui sont les plus éloignés du soin. On l'a fait pendant la crise Covid, sur la vaccination Covid, et ça a marché puisque sur les patients éligibles, on a eu 95% de vaccination sur la première dose, ce qui est un score quasi mondial. Et donc, ce système d'aller vers, il fonctionne. Donc ça, c'est pour la partie acteurs de santé. Et puis, au-delà, il y a plein de choses qui sont mises en œuvre. Et c'est là où les acteurs aussi doivent, d'une certaine manière, nous aider. Puisque avec donc mon espace santé, on en reparlera. Donc on a tout l'écosystème du numérique qui peut nous aider, évidemment, à faire ça. Comment est-ce qu'on arrive à parler aux patients? Comment est-ce qu'on arrive à le convaincre? Donc on a évidemment une force très importante des différents acteurs du numérique en santé, notamment. La troisième chose, c'est la partie professionnelle de santé. La partie professionnelle de santé, il ne faut jamais les oublier, parce que c'est vrai qu'on les oublie un tout petit peu quand on parle de prévention. Donc je le disais, ils ont un rôle crucial. Le médecin généraliste, c'est vraiment le professionnel dont le boulot est d'accompagner son patient tout au long de sa vie et donc d'avoir un accompagnement en matière de prévention. Mais en fait, tous les professionnels de santé ont un rôle majeur en matière de prévention et il faut qu'on pousse au maximum les capacités de chaque professionnel de santé sur le domaine. Donc vous l'avez vu sur les pharmaciens, les compétences des pharmaciens ont été élargies. Ils peuvent dépister, ils peuvent vacciner. On a mis en place des nouveaux accompagnements, par exemple auprès des femmes enceintes sur la prévention des risques tératogènes en matière de médication. Donc ça, c'est un exemple. Et donc on a auprès des professionnels de santé, il y a un rôle en tout cas de toute la medtech entre guillemets pour aider les médecins à aider et à mieux prendre en charge leurs patients en matière de prévention. Et donc tous les outils à destination des professionnels de santé sont évidemment extrêmement utiles, que ce soit de l'aide directe en matière de prévention ou de l'aide d'une certaine manière indirecte, notamment organisationnelle, comme je le disais, c'est-à-dire tout ce qui permet à un médecin de gagner du temps, d'une certaine manière, ça a de la valeur ensuite pour améliorer la prévention pour le patient. Sur les professionnels de santé, c'est vrai que le professionnel de santé aussi, il ne faut pas oublier c'est lui qui a le rôle, entre guillemets, central du diagnostic. Et c'est vrai que sur le diagnostic aujourd'hui, c'est un des secteurs sur lequel il y a le plus d'innovation de rupture. C'est là où on trouve beaucoup d'acteurs en matière de deep tech, parce que ce sont des algorithmes prédictifs, parce que vous avez plein de boîtes qui se lancent sur le séquençage, etc. Et tout ce segment-là, qui finalement est un segment qui est autour du professionnel de santé, c'est un peu l'hôpital, un peu le biologiste, un peu le médecin. Donc c'est plusieurs acteurs de santé. On voit bien aujourd'hui que c'est une zone grise en matière de financement et de business model. Et donc un des rôles aussi des institutions publiques, c'est d'identifier
entre guillemets, ce secteur-là et de voir comment on l'accompagne et on le finance, puisqu'évidemment, le fait d'avoir des innovations de rupture en matière de dépistage, de diagnostic, d'intelligence artificielle, de santé prédictive, on en a besoin, même s'il n'y a pas d'acteur hyper identifié aujourd'hui qui fait que le financement serait évident. Et puis la dernière chose, et je m'arrête, évidemment, c'est le patient qui est l'acteur évidemment central de sa propre santé. Voilà, donc là-dessus, ça paraît être une évidence, mais c'est vrai qu'on s'appuie finalement assez peu sur le patient. Donc ça va être un des rôles aussi de mon espace santé. Je pense que Ella y reviendra. On a beaucoup d'acteurs qui se positionnent sur l'accompagnement des patients, ce que c'est pour un patient qui a une pathologie chronique, le fait d'avoir une application qui l'aide avec des conseils, avec la possibilité d'interagir avec ses professionnels de santé, d'avoir des conseils qui sont individualisés. Et donc tout ça, tout ce qui est l'empowerment du patient, c'est évidemment hyper important. Parce qu'en fait, c'est la manière dont il va recevoir l'information, l'intégrer, la mettre en place au quotidien, qui va lui permettre, et c'est vrai en prévention primaire, secondaire et tertiaire, d'être en meilleure santé et d'être un patient acteur de sa santé. Et je termine juste avec un sujet hyper important qui me tient à cœur, qui est notamment le sujet des troubles du neurodéveloppement chez l'enfant. Chez l'enfant d'ailleurs, c'est toute la population, mais on a un sujet sur les troubles du neurodéveloppement qui touche environ 10% des enfants qui naissent. Ces troubles du neurodéveloppement, ils sont pour la plupart détectés très tard, et ensuite c'est très compliqué de mettre en place les accompagnements qui vont permettre à l'enfant de retrouver une trajectoire de développement normale. Donc ça va de l'autisme à la dyslexie, bref, il y a plein de formes de troubles du neurodéveloppement, mais on sait que quand on intervient hyper tôt, on peut considérablement corriger la trajectoire de développement. Or ça, comment identifier les signaux d'alerte chez l'enfant, c'est des choses très simples, et ça, il faut qu'on arrive à populariser, entre guillemets, auprès du grand public, auprès des professionnels de santé, la manière dont, avec 3 questions, on est capable de repérer qu'un enfant de 2 ans, il a un développement neurodéveloppemental qui est atypique, et comment immédiatement derrière on met en place une prise en charge. Et la prise en charge qu'on met en place derrière, donc il faut un accompagnement en matière d'orthophonie, de psychomotricité, etc. Mais le meilleur accompagnant d'un enfant qui a un trouble du neurodéveloppement, c'est le parent. C'est le parent, et quand vous avez un enfant qui est dyslexique, dyspraxique, etc., en fait, il faut surtout d'abord donner des outils aux parents pour que le parent, dans son quotidien avec son enfant, puisse l'accompagner et puisse lui permettre de s'éveiller et de se développer. Et ça, ce qu'on appelle la guidance parentale, il y a encore très peu d'acteurs qui se positionnent là-dessus. Et je pense que c'est un levier hyper important en matière de santé publique dans les prochaines années. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que c'est un sujet assez large. De la même manière dont on a renommé notre ministère de la Santé, est-ce qu'avec votre vision, on pourra un jour, au lieu de l'appeler l'assurance maladie, avoir une vision de la santé pour promouvoir les modes de vie, renommer aussi la caisse? Alors c'est un débat qui nous agite. Il y a des partisans. Moi, je suis plutôt contre à titre perso, parce que l'assurance maladie, c'est une marque, et donc pour tous les acteurs économiques qui sont là, il faut faire attention. Voilà, c'est une belle marque. Tout le monde connaît l'assurance maladie. On a un très haut niveau de confiance, et donc il faut qu'on joue sur cette confiance. Et par ailleurs, quand on dit assurance maladie, c'est le fait d'assurer contre la maladie. Mais la prévention, le fait d'empêcher la maladie, c'est aussi de l'assurance maladie. Et donc, en ce sens, pour moi, la maladie et la santé ne sont pas antagonistes. Voilà. Très bien. Merci. Merci à tous. Donc, on aura l'occasion de revenir dessus. Mais effectivement, tous les traumatismes, les handicaps qui ne sont pas des maladies peuvent être prévenus. Et c'est ce que nos exposants essaient de montrer. Et c'est pour ça que c'est intéressant que tout le monde soit là. Donc, on reviendra, bien sûr. Eh bien, on peut aller dans ce sens-là, et on finira par Laurent. Ok. En gros, on travaille, nous, au ministère, au quotidien, avec les collègues de l'assurance maladie, sur un sujet qui est assez basique, c'est de dire, vous l'avez dit, une grande partie des maladies sont évitables. Sur quoi est-ce que se base cette évitabilité, entre guillemets? C'est sur le comportement, notamment des personnes. Et pour inviter, sensibiliser les personnes à ces changements de comportement, il y a des mécanismes qui vont nous permettre de mieux les informer au bon moment, au bon endroit, en fonction de leur situation individuelle, personnelle, familiale.
Et là-dessus, là où historiquement on a eu l'habitude de faire des campagnes de prévention dans les grands médias qui étaient des messages d'information génériques, manger, bouger, bien manger, 7 fruits et légumes par jour, etc. Demain, avec le numérique, enfin dès aujourd'hui avec le numérique, on peut faire une personnalisation qui soit plus pertinente. C'est-à-dire on peut donner des informations aux personnes pour les sensibiliser dans une démarche de prévention. Alors là, je reste vraiment à la maille individuelle, pour les inciter à soit aller se faire dépister, par exemple, ou à adopter des comportements qui limiteraient un certain nombre de facteurs de risque. Et nous, ce qu'on essaye de faire sur les leviers numériques dont on dispose, c'est d'abord de faire de Mon Espace Santé un vrai carnet de santé de la vie quotidienne des personnes pour leur permettre tout au long de leur parcours de soins d'être sensibilisés sur la prochaine étape utile, intelligente, qui va leur permettre justement d'éviter soit la dégradation, soit même l'occurrence d'une maladie. Et pour ça, on a travaillé notamment en mettant en place un comité citoyen. On a associé des personnes qui venaient vraiment des quatre coins de la France et on leur a dit dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait utiliser les données de santé personnelles qui sont stockées dans Mon Espace Santé, ce nouveau carnet de santé numérique, pour en faire un levier de prévention. On a mis autour de la table des acteurs, des médecins de santé publique. On a mis autour de la table également des experts sur les données personnelles, notamment des experts de la CNIL. Et on a réfléchi à quel pourrait être un usage pertinent avec les garde-fous nécessaires pour améliorer la pertinence et la sensibilisation des personnes grâce aux données qui figurent dans leur carnet de santé, Mon Espace Santé. Et en gros, ce qui nous permettrait de faire des messages de prévention et des messages même d'éducation en santé de manière générale au bon moment, là où les personnes peuvent y être sensibles, et toujours en donnant la main aux personnes sur le fait de accepter ou non de recevoir ces types de messages. Ça va faire l'objet d'un certain nombre d'expérimentations. Donc, ce comité citoyen, il a publié un avis qui va nous servir, nous, avec les collègues de l'assurance maladie, de mettre de feuilles de route, un peu de cahier des charges sur les expérimentations qu'on va mener. Et on va essayer de voir comment, en tant qu'acteur public, on peut utiliser les leviers du numérique pour améliorer le recours individuel à de la prévention. Ensuite, il y a un deuxième volet de notre activité qui est de dire l'État ne va pas tout faire. Marguerite l'a dit, la prévention, c'est un objet transverse, collectif. Et il y a notamment des entreprises qui se positionnent sur ces sujets-là, et il faut qu'on trouve des moyens de les accompagner. Alors, c'est un sujet qu'on a notamment traité dans le cadre de la télésurveillance, qui n'est pas de la prévention primaire à proprement parler, mais qui permet d'éviter que des situations, des pathologies se dégradent. Et donc, on a défini à travers le programme ETAP, et aujourd'hui l'entrée dans le droit commun de la télésurveillance, des modèles économiques souhaitables pour ces entreprises-là. Et maintenant, il faut qu'on se pose exactement la même question sur la prévention primaire. Il va y avoir des innovations qui vont émerger. Il va falloir collectivement qu'on évalue leur impact, c'est-à-dire qu'on en mesure les bénéfices effectifs sur le parcours et la santé des personnes, et ensuite de construire comme ça des modèles économiques viables pour ces entreprises, ce qui me permet de faire la transition avec ce que tu vas présenter, Chara. Alors, juste une question. On a de la chance aujourd'hui d'avoir un engouement vers le numérique et des outils qui vont nous aider réellement. Est-ce qu'on prévoit des financements dédiés pour les organisations en termes de ressources humaines? Parce que c'est vrai que beaucoup d'acteurs nous disent quand on a le mot numérique, on ouvre toutes les portes. Mais quand on a une nouvelle organisation en santé, qu'on a besoin de personnel, de temps patient, là, on a moins de dispositifs accessibles. Alors, est-ce que le numérique au service de l'humain, c'est quelque chose qu'on prévoit dans les politiques de prévention? De façon générale, le numérique au service de l'humain, c'est le maître mot de l'ensemble des dispositifs que l'on porte. Par contre, juste pour revenir sur cette idée de organisation versus numérique, d'abord, le numérique sert généralement des évolutions des organisations. Donc indirectement, en fait, il sert très exactement ça. Et puis ensuite, il y a des dispositifs qui permettent de financer des innovations de type organisationnel. C'est notamment le cadre de l'article 51 qui précisément finance des expérimentations organisationnelles sur des modalités différentes de prise en charge et de parcours intégrés. D'accord. Bon, on en parlera, on aura l'occasion. Vous savez qu'aujourd'hui en France, on coupe la parole aux patients en moyenne au bout de 23 secondes. Et pour tous ceux qui nous ont dit dans les allées qu'ils ont déposé des articles 51, on pourra faire le lien. Donc on a besoin de soulever en fait ces énergies pour que les organisations de travail, le sens qu'on va donner à nos métiers, soient mis en avant et que le numérique soit accompagné d'une politique humaine. Et je vous remercie d'être là pour représenter notre ministère de la Santé et de la Prévention. À vous, Chara. Merci Alain. Alors, en fait,
Nous, on voit on va dire la prévention avec le prisme, évidemment, investisseur en capital, et avec l'expérience en fait de structuration des outils, des solutions numériques. La première étape de cette structuration a été le montage du fonds patient autonome. Aujourd'hui, après 5 ans d'activité, on sait que patient autonome représente en fait un peu la sphère du monde curatif, c'est-à-dire évidemment des solutions de santé numérique, mais avec des usages en lien avec la productivité des actes médicaux, en lien aussi avec la transformation des organisations et aussi des médicaments numériques. Donc ça, c'est un petit peu la sphère, on va dire, du monde du curatif. Et on s'est dit, en fait, 5 ans après, et en fait, grâce au travail aussi de la DNS, hein, évidemment, qu'il y a une première étape qui a été franchie et qu'on pouvait pousser un petit peu ce travail un peu plus loin dans la prévention. Donc un peu en amont en fait du monde du curatif. Et sur quoi en fait on s'est confronté. En fait, c'est évidemment assez différent parce qu'il y a un triptyque. On n'est plus du tout uniquement sur une solution numérique, mais on est sur son utilisation, évidemment par le médecin et par le patient, en fait. Hein. Donc il y a ce triptyque-là qu'il faut absolument respecter, et l'usage est au cœur de l'utilisation, de l'adoption, on va dire, de ces solutions. Quand on zoome en fait uniquement sur la partie innovation, parce qu'elle fait partie du triptyque, donc cette fameuse solution de prévention qui est notre pain en fait, hein, c'est notre deal flow, on s'est aperçu en fait qu'on est face à une mutation. Pour que ce triptyque-là puisse fonctionner, il faut absolument faire monter ces solutions-là dans une utilisation à la fois par les patients et par les médecins. Et il y a un gap. Et il y a un gap qui est extrêmement culturel, mais évidemment mutationnel même. On a en fait des solutions qui sont des solutions à la base de captation de la donnée. Elles ne sont pas encore en voie de délivrer en fait une preuve vers la prédiction. Et elles demandent donc un accompagnement vers cette preuve. Et du coup, en fait, c'est tout le dispositif qu'on essaie de construire avec un accompagnement de nos collègues de la DNS et de la CNAM, mais pour avoir en fait une montée en fait en compétence de ces solutions, pour qu'elles soient en fait utilisables par les patients et par les médecins, aussi par de la preuve, pour que les médecins puissent se dire que ce sont des solutions qui sont solides, et évidemment les régulateurs, mais aussi les patients dans leurs usages du quotidien. Voilà, donc oui. C'est le sujet d'actualité qui nous occupe. Alors c'est passionnant, et on a la chance ici d'avoir beaucoup d'acteurs. Une question aussi pour vous. On a nos collègues allemands qui ont été bien au-delà de la captation et qui nous ont, lors des congrès, vendu une centaine de thérapies digitales qui sont remboursées et pas utilisées. Alors je ne sais pas où ça en est opérationnellement, mais ça veut dire qu'on a des dispositifs utilisables, pas utilisés, et on a l'impression qu'on n'a pas planté sur le terrain la capacité qu'on va avoir à expliciter sur les professionnels de santé, sur les patients. Et encore une fois, c'est cette tendance à l'investissement numérique et à l'accompagnement pour l'utilisation. Est-ce que vous avez une réflexion propre par rapport au déploiement de toutes les solutions existantes? Une réflexion financière aussi, stratégique? Alors sur la thérapie digitale, hein, c'est oui, ça? Oui, ou le numérique en général. Le numérique en général. Écoutez, de toute façon, en fait... Il y a une espèce de recette de cuisine qui est du financement en capital, qui est aussi des preuves, il y a aussi un modèle économique à fixer, et il y a aussi une ambition sur les territoires hors de France. Donc on est sur un marché qui est aussi un peu neuf, ce qui signifie aussi, même si l'Allemagne, on va dire, a été un peu pionnière sur les sujets peut-être aujourd'hui filtres, nous, on est peut-être aussi d'abord on filtre et ensuite on donne la chance en fait dans un cadre qui est extrêmement précis. Donc les deux se valent en fait. Hein. Il n'y a pas un meilleur élève qu'un autre. Très bien, merci beaucoup, mon cher ami. Oui, alors Malakoff Humanis, c'est une structure de protection sociale sans but lucratif qui couvre à peu près 10 millions de Français en santé et en prévoyance. Alors nous, on a salué, comme tout le monde, le virage vers la prévention, la dénomination du ministère, mais il faut passer de la dénomination à l'action, je dirais, pour que tout ceci produise des effets concrets pour les Français.
Et on s'est dit, que peut-on faire d'intelligent, et en particulier, en quoi l'innovation peut nous permettre d'accélérer l'accès à la prévention, notamment pour nos assurés. Et on a réfléchi là-dessus, et on a une caractéristique, d'abord, c'est qu'on assure beaucoup d'entreprises, on assure aussi des individuels, et on essaye de créer une relation avec nos clients qui est une relation de grande densité et de forte personnalisation. Et donc, à partir de cette relation-là, on va essayer de proposer un parcours de prévention qui soit un parcours ultra personnalisé. Alors, on a commencé à en parler un petit peu. Nous, on croit, enfin, moi je crois personnellement qu'aujourd'hui, la prévention, il faut qu'elle s'adresse à la fois à tous, mais en même temps à chacun. C'est-à-dire que chacun doit se sentir personnellement concerné par le dispositif de prévention. Je pense que si on veut aller chercher un fort taux d'engagement des personnes et un fort taux d'impact sur la santé des personnes, il faut que les dispositifs de prévention soient personnalisés, il faut qu'on soit capable d'utiliser les données de santé, il faut que ça ne coûte pas cher. Et pour que ça ne coûte pas cher, nous on a choisi la solution hybride, c'est-à-dire un maximum de digital et d'intelligence artificielle quand c'est possible, mais on conserve de l'humain dans le dispositif, parce que sans humain, le système, j'allais dire, ne capte pas au final l'attention des personnes. Et donc, on a réfléchi à tout ça, on travaille en open innovation, on travaille avec des startups, pas mal, on les aide, et puis on essaye de voir qu'est-ce qu'elles ont qui permet d'accélérer le sujet. Et on a travaillé sur un concept qui s'appelle Bilan Cardio, qu'on présente dans le village, dont on veut faire, aujourd'hui c'était un peu plus qu'un prototype, puisqu'on a touché 10 000 personnes avec ce concept-là, enfin on a essayé de le déployer auprès de 10 000 personnes. Les premières personnes concernées, ça a été les salariés de Malakoff Humanis et quelques clients. Et en 2023, on vise à le déployer auprès de 150 000 personnes. Et c'est quoi le concept, hein? Le concept, c'est d'abord de permettre à la personne d'être embarquée dans ce parcours de prévention. Je ne parle pas de consultation de prévention, je parle bien d'un parcours qui comporte d'ailleurs une consultation, mais c'est un parcours qui va au-delà d'une consultation, dans lequel la personne va, à travers différents moyens, alors on évoluera dans le temps, mais c'est à la fois des questions posées, c'est la reprise de données qu'on connaît sur la personne, et c'est ce qui peut être échangé dans le cadre d'un échange interactif avec un médecin ou un pharmacien, de comprendre quel est le contexte de vie de la personne, quelles sont ses caractéristiques de façon de se comporter, et donc quels sont ses risques individuels par rapport à son histoire familiale et son cadre personnel. Et à partir de ça, on va l'orienter vers un parcours auprès de son médecin traitant. D'ailleurs, évidemment, on réoriente dans le cadre du parcours normal de prise en charge des pathologies pour pouvoir faire les examens de détection nécessaires quand la probabilité devient relativement importante. Et on a montré que c'était efficace, puisqu'on a un certain nombre de personnes qui ont été détectées, qui ont pu être mises en traitement avant que les choses ne se dégradent. Et ensuite, évidemment, on ne veut pas que ça s'arrête là, on va les accompagner dans la durée pour qu'ils puissent agir en prévention primaire sur les facteurs de risque qui sont les facteurs de risque les plus importants pour eux. Donc on inverse un peu le système. On part plutôt d'une prévention secondaire pour aller vers la prévention primaire et pas l'inverse, parce qu'on pense que la prévention primaire sera plus efficace sur des personnes qui ont compris la façon dont elles se comportent et là où il faut qu'elles agissent pour leur santé personnelle. Et ça, on peut le faire parce qu'on a un système qui utilise un modèle de données qui est assez performant, qui nous permet d'avoir des parcours qui sont uniques pour chaque personne. En fait, le parcours est défini par un moteur qui s'appuie sur les données et qui va générer un parcours unique pour chaque personne. Et donc, chaque personne devrait, en toute logique, on n'en est pas au stade de l'évaluation pour l'instant, on en est au stade déjà on veut montrer si ça trouve l'intérêt de son public. Et ça, aujourd'hui, on a plutôt des premiers chiffres qui sont encourageants, puisqu'on a sur un taux d'usage qui est un peu plus de 10% aujourd'hui, ce qui est pas mal sur ce type de programme, un taux de satisfaction qui est élevé et surtout un taux d'impact. On mesure l'impact à court terme, moyen terme et long terme, un taux d'impact qui commence à être intéressant quand on compare à d'autres programmes de même nature. Et on va essayer de se donner les moyens d'évaluer le système en utilisant d'ailleurs les systèmes de données publiques, c'est-à-dire le SNDS, le Health Data Hub. On va faire des comparaisons sur un modèle de comparaison avec un groupe contrôle sur des Français qui n'ont pas suivi ce processus versus les Français qui ont suivi ce processus, de façon à pouvoir, j'espère, démontrer
un impact de notre service, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce dont on souffre en France, c'est malheureusement que les programmes de prévention sont peu évalués, et il faut aller chercher de la littérature américaine pour aller chercher finalement des impacts qui sont d'ailleurs souvent pas extrêmement fiables sur le plan scientifique. On va conclure. Voilà, donc on va donner le mot de la fin. notre... Chacun va essayer de prendre 1 minute max, 30 secondes si possible. Votre mot de la fin, prévention, stratégie, conseil, qu'on puisse... et ensuite, vous pourrez poser quelques questions à nos orateurs juste à côté pour qu'on laisse la session d'après. Après quoi, on fera une photo ensemble. Après vous. Alors, pour moi, en fait, prévention, c'est usage. Et que chacun bouge un peu de sa ligne classique, en fait, pour que le marché puisse prendre, que le médecin, en fait, s'intéresse à une population qui n'est pas encore malade, mais qui en voit deux, donc c'est une mutation, que les startups soient dans une culture de la data et que le patient, en fait, puisse aussi craquer un peu ce modèle et donc utiliser ces sujets très en amont en se disant, en fait, qu'ils tiennent compte de leur santé, même quand ils ne sont pas malades eux-mêmes. Très rapidement, en gros, nous, on a la conviction que le numérique il peut être utile pour prendre le visage de la prévention dans le champ de la santé de manière générale, en améliorant la sensibilisation des personnes grâce à des informations plus ciblées, plus personnalisées. On l'a dit aussi en partageant des données pour faire en sorte qu'on puisse identifier les facteurs de risque à éviter, justement, dans une démarche de prévention. Et enfin, on porte toute une politique d'accompagnement d'une filière industrielle, vraiment de l'émergence des solutions qui peuvent apporter de la valeur à notre système de santé jusqu'à leur prise en charge, avec, comme le disait Marguerite, une distinction entre ce qui peut être remboursé par l'assurance maladie dans le champ de la prévention et ce qui va être plutôt des dispositifs, on va dire, d'usage collectif et qui va nécessiter de construire en France des nouveaux modèles économiques pour ces solutions-là. Alors moi j'ai déjà pas mal raconté ma vie, mais je vais juste ajouter un petit quelque chose par rapport à ce que Ella vient de dire sur la première catégorie dont je parlais tout à l'heure, qui sont en fait les applications assez simples, qui sont de l'accompagnement du patient, etc. Donc ça, on n'a pas nécessairement vocation, nous, à le rembourser très vite, en tout cas, parce que c'est compliqué de dégager de la donnée clinique. En revanche, ce qui est hyper intéressant, c'est que pour un médicament ou pour un dispositif médical, aujourd'hui, vous ne pouvez pas rentrer sur le marché, vous ne pouvez pas vendre votre produit si vous n'avez pas des autorisations préalables. Les applications santé, c'est le contraire. Elles sont toutes dispo sur votre mobile. Donc aujourd'hui, vous avez 30 000 applications mobiles que le patient peut utiliser, j'allais dire, sans notre autorisation. Et donc là, on va être, nous, dans une démarche qui est inverse. Ça va être plutôt une démarche de labellisation. Le sujet n'est pas tellement le remboursement, mais de labellisation, où en fait, on va évaluer, notamment dans le cadre du store de Mon Espace Santé, les différentes applications en matière de prévention pour faire émerger celles qui sont conformes aux recommandations de la Haute Autorité de Santé, sont validées par les sociétés savantes, etc. Et donc, la valeur ajoutée, entre guillemets, des institutions publiques par rapport à un marché qui est en fait totalement open, ça va plutôt être de labelliser pour permettre aux acteurs de se distinguer les uns les autres sur la qualité. On a pas mal parlé de prévention. Jusqu'ici, d'ailleurs, on a pas mal parlé de prévention. Moi, dont je rêve, c'est qu'on fasse de la prévention, effectivement, qu'on devienne quantitatif en matière de prévention. Et ce que je crois beaucoup, c'est que la tech, aujourd'hui, nous permet d'imaginer des nouvelles solutions. Ce n'était pas vrai il y a encore 4 ou 5 ans. C'est extrêmement récent qu'on puisse avoir aujourd'hui des solutions qui, à partir de data, génèrent des parcours individualisés et moi je pense que ça peut révolutionner la prévention. Voilà. Et Laurent, vous venez d'annoncer finalement la prochaine conférence, Sauver notre santé, le digital au secours du système de santé. Voilà, vous avez votre public, il est à vous. Merci.